C'est un roman que j'ai commencé à écrire en 2006, à l'époque où j'organisais des congrès israélo-palestiniens et des congrès d'imams et de rabbins. Donc où je passais beaucoup de temps en Israël et en Palestine. Et donc il se passe entre la France, la Palestine, et plus particulièrement Rafah, et un petit bout d'Israël, et Ramallah, les territoires. Et tout ça. C'est l'histoire de deux frères palestiniens qui sont dans des réponses très différentes à la violence qu'ils subissent par les Israéliens. Un qui choisit la lutte armée, et l'autre qui essaye de s'en sortir et de se sortir de la prison que représente cette petite enclave qui est Gaza par la poésie, la littérature et particulièrement la poésie de Mahmoud Darwish. Et à un moment, celui qui choisit la lutte armée va décider de répliquer l'incursion israélienne à Gaza et à Rafah, qui à nouveau bombarde, détruit, tue, en partant en France, en traversant l'Égypte et en allant faire un attentat en Europe. Avec l'idée que finalement, ce qui se passe en Israël et en Palestine, c'est de la faute des Européens, et principalement des Anglais et des Français, puis plus tard des Américains. Donc que la lutte est là, la lutte est plus uniquement vis-à-vis des Israéliens. Et son frère, donc Nadir, qui lui est pacifiste, qui lui est passionné de littérature, va décider, dans la mesure où il n'a plus rien à perdre et où plus rien ne le retient en Palestine, puisque son père et sa mère sont morts, son meilleur ami est mort à cause des bombardements, et son frère est parti, de le poursuivre et d'essayer de l'en empêcher. Et dans cette quête de Nadir, il va se poser la question de savoir si vraiment il veut aller jusqu'au bout et empêcher son frère de commettre cet attentat, ou si simplement il veut être libre et vivre sa vie. À partir du moment où il sort de la prison, ce dilemme se présente à lui, et il ne sait plus très bien pourquoi il est parti. Si simplement il aspire à la liberté, à vivre en dehors de l'enclave, ou si le poids du devoir, le poids de son pays, de la Palestine, de son peuple qui trimballe avec lui en étant parti, sera le plus fort, et s'il va aller jusqu'au bout. Il y a une scène dans le livre qui est totalement autobiographique, qui est le moment où j'ai rencontré Yasser Arafat en 2004 à Ramallah, qui était un moment assez surréaliste où on est arrivé à la Moukata, qui est ce bâtiment à moitié détruit, donc il y a une moitié debout et une moitié effondrée, entouré par des carcasses de voitures qui sont concassées, empilées les unes sur les autres, où on rentre en nous faisant passer derrière une espèce de bâche, comme ça, on monte dans des couloirs complètement nus avec des néons, on se retrouve à attendre dans une pièce, où en face de nous il y a une autre pièce où il y a des gens qui sont assis sur un matelas à ressort, en train de regarder une vieille téloche, donc sur des chaises de fortune. Et le chef du protocole d'Arafat qui était avec nous disait donc ça c'est le ministre de l'Intérieur, ça c'est le chef d'état-major, ça c'est le ministre de tel truc et de tel machin. Et on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis on rencontre Arafat, pareil dans une grande salle de réunion improbable, rien au mur, immense table, lui au bout avec des breloques chrétiennes. On rentre, il nous prend dans ses bras, avec l'œil mouillé, il nous parle de façon très douce. Et moi, dans ma tête, traverse tout un tas de choses où je me dis, mais ce type est un chef de guerre, il a commandité des attentats, et je vois pas bien le rapport entre l'image que j'ai de lui et ce que je suis en train de vivre là. Et le même jour, en sortant de la Moukata, on est allé au centre culturel de Ramallah, et on a rencontré Mahmoud Darwish, que je connaissais absolument pas. Donc on lui serre la main, on lui parle 5 ou 10 minutes, bon... Je dis bonjour monsieur, poliment. Et le chef du protocole d'Arafat, à la fin, me regarde et me dit tu sais pas qui c'est en fait. Je dis bah non. Et donc il était complètement atterré, mais au-delà d'être atterré, il me dit mais tu te rends pas compte qu'en fait aujourd'hui tu as vu les deux monstres sacrés de la Palestine, Arafat et Darwish. Et je me dis c'est dingue, les deux monstres sacrés, il y en a un c'est le chef de guerre donc, et le chef politique, et l'autre c'est un poète. Et j'étais très marqué et très frappé par le fait qu'un poète puisse avoir cette importance-là dans un territoire, dans un contexte géopolitique de guerre, etc., où on pourrait avoir le sentiment que la poésie n'a plus d'importance. Et en fait, les deux frères, Nadir et Khalil, qui sont ces deux frères palestiniens, incarnent
ces deux grandes figures. C'est comme s'ils avaient choisi l'une et l'autre. Et donc Nadir a choisi plutôt Darwish, Khalil a choisi Arafat ou l'équivalent. Et ce sont deux réponses possibles à l'oppression, à l'enfermement, à la guerre, à la violence. Donc la réponse guerrière, on la connaît, mais j'étais très intéressé d'explorer la réponse sensible, d'une certaine façon, la réponse presque spirituelle, au sens de recherche de sens. Et Nadir, de façon un peu accidentelle, plonge là-dedans parce que son grand-père lui a donné deux bouquins, un bouquin de Rumi, un bouquin de Darwish, et que Darwish est pour lui comme une sorte de porte ou de fenêtre qui lui permet de s'évader et de comprendre que le monde est plus vaste, de comprendre que la liberté peut être aussi intérieure, de comprendre que l'insoumission peut être une posture artistique, intellectuelle, spirituelle, et pas uniquement une posture guerrière d'être contre et de rentrer finalement dans le cycle infernal de la violence qui se perpétue sans fin. Et j'ai été très marqué par une deuxième anecdote qui est que j'ai pris un certain nombre de citations d'un livre de Mahmoud Darwish qui s'appelle « Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ?» Et c'est le livre que Ariel Sharon a lu, et après l'avoir lu, il dit qu'il a compris l'attachement des Palestiniens à leur terre. Et on sait que Sharon, s'il n'avait pas eu ses problèmes de santé, peut-être aurait été un des leaders finalement de reprise du processus de paix, justement parce qu'il n'avait rien à faire là. C'est-à-dire qu'il était complètement d'extrême droite, a priori militaire au départ, donc typiquement le profil qui va opprimer les Palestiniens et puis leur rentrer dans l'art violemment, ce qu'il a fait d'ailleurs pendant des années et des années. Et il y avait peut-être que quelqu'un d'aussi radical, de la droite radicale, qui pouvait arriver à quelque chose dans le processus de paix. Et là aussi, je trouvais intéressant d'explorer la force de la littérature, la force de la poésie, pour pouvoir transformer les gens.